Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir pour cette réunion de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal et plus précisément du PA, ce qu'on appelle le PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Mais avant de parler d'urbanisme, comme vous voyez, nous sommes 5 élus sur scène et nous allons commencer par nous présenter avec honneur aux dames et à la locale de l'étape. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Karine Dupraz, élue d'Andilly-les-Marais, vice-présidente au Nice Atlantique en charge de la transition énergétique et des mobilités, et puis conseillère départementale du canton. Bonsoir, Jean-Marie Baudin, élu de Maran, vice-président de la communauté de communes au Nice Atlantique en charge de l'aménagement du territoire. Bonsoir à tous, Roland Gallian, maire de la Grève, vice-président au Nice Atlantique en charge du développement économique. Bonsoir, François Venditosi, maire de la commune de Villedoux et vice-président du syndicat mixte de Scott commun La Rochelle-Nice. Et moi je suis Jean-Pierre Servant, président de la communauté de communes et maire de la commune de La Ronde. Ce soir donc nous allons vous présenter le projet d'aménagement et de développement durable de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Mais en guise d'introduction, j'aimerais revenir rapidement sur le plan local d'urbanisme intercommunal avec un petit mot de généralité et plus précisément essayer de répondre à une première question. Pourquoi les élus ont-ils choisi d'élaborer ensemble un plan local d'urbanisme intercommunal? Alors pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que au Nice Atlantique, c'est 20 communes. 3 communes de Nice Atlantique avaient leur document d'urbanisme qui devenait caduc. Les communes de Charonf, Nuaillé et Andilly-les-Marais. 2 communes n'ont pas de document d'urbanisme, les communes de Cran-Chaban et de la Grève. Et les 15 autres communes de Nice Atlantique avaient l'obligation de se mettre en compatibilité avec un schéma de cohérence territoriale que les élus ont voté il y a maintenant 5 ans et demi, qui fixe certaines règles et que nous nous sommes engagés à respecter. Un exemple tout simple, dans ce schéma de cohérence territoriale, il est écrit que la surface maximum d'extension pour l'habitat pour les 20 ans qui suivent la validation de ce SCOT, de ce schéma de cohérence territoriale, donc autrement dit pour la période 2013-2033, cette surface maximale d'extension ne peut dépasser 218 hectares. Or, aujourd'hui, à peu près 6 ans après la validation, on a déjà consommé plus de 100 hectares. Et donc, première question, si les communes s'étaient lancées seules dans la révision de leur règlement d'urbanisme, ou, pour celles qui n'en ont pas, dans l'élaboration d'un règlement d'urbanisme, comment la répartition se serait-elle faite? Première chose. Mais plus qu'une question mathématique, le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est une question de fond. La question étant, quel visage veut-on donner à Nice Atlantique à l'horizon 2030? Quelle construction veut-on faire de notre territoire? Quelle ambition a-t-on? Et dans certains domaines, comme le domaine de l'aménagement du territoire, comme le domaine du développement économique, de l'aménagement commercial, des équipements structurants, du tourisme, des mobilités, de la transition énergétique, il faut une stratégie globale sur un périmètre qui va au-delà de l'échelon communal, sur un périmètre cohérent. Il faut donc avoir un maillage, une organisation territoriale cohérente, évidemment, mais aussi structurée, équilibrée et solidaire. Et donc, pour toutes ces raisons, fin 2015, à l'unanimité, les élus ont décidé d'élaborer ensemble un plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, qu'est-ce qu'un PLUI? Qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme intercommunal? Que propose-t-on dans ce document d'urbanisme? Eh bien, pour apporter les premières réponses, je vous propose de regarder une petite vidéo. Au Nice Atlantique, ce sont 20 communes réunies dans un espace de coopération et de mutualisation. C'est une qualité de vie à la campagne, avec une proximité directe des grandes villes. En Nice Atlantique, la population est jeune et la croissance démographique est forte. Cela génère des besoins pour se déplacer, consommer, habiter, travailler, étudier. Comment aménager durablement au Nice Atlantique en continuant d'accueillir de nouvelles populations, en développant les activités et les services, tout en préservant le cadre de vie?
La loi Allure de 2014 a confié au groupement de communes l'élaboration des grands principes d'aménagement du territoire. C'est donc à la communauté de communes Aunis Atlantique de répondre à cette question complexe. Comment ? En réalisant un document de planification, le plan local d'urbanisme intercommunal. Depuis 2016, Aunis Atlantique s'est lancé dans l'élaboration du PLUIH. C'est un document qui planifie les règles d'urbanisme, fixe les orientations d'aménagement et d'habitat et permet de définir un projet d'aménagement pour les 20 communes. En 2020, il remplacera les documents d'urbanisme existants. Au préalable, il a fallu réfléchir et se mettre d'accord sur un projet. Quel visage souhaitons-nous pour notre grand territoire à l'horizon 2030 ? Ce projet, élaboré depuis plusieurs mois avec les élus locaux et les acteurs du territoire, c'est le PADD, ou Projet d'aménagement et de développement durable. Il constitue le socle du futur PLUIH. Il fixe les orientations sur des sujets majeurs comme l'accueil des habitants, l'habitat et le cadre de vie, le développement économique, l'emploi et les mobilités, la protection de l'environnement et la transition énergétique. Le PLUI propose donc une vision globale de l'aménagement de notre territoire. C'est aussi un outil de gestion avec un impact direct sur le quotidien des habitants. Vous voyez, le PLUI est l'affaire de tous. N'hésitez pas à vous exprimer ou à solliciter un rendez-vous pour présenter votre projet. Quel visage veut-on donner à notre territoire à l'horizon 2030 ? Voilà donc la question qui est posée aujourd'hui. Et les élus ont décidé de construire le projet d'aménagement et de développement durable autour de 3 axes. Le premier axe va parler de l'accueil des populations, de la qualité du cadre de vie, de la qualité de l'urbanisation, va aussi traiter du maillage, de l'organisation du territoire, des logements. Et ce premier axe s'appelle Aunis Atlantique, un territoire d'accueil, un territoire de vie. L'axe 2 portera sur le développement économique, l'aménagement commercial, le tourisme, mais aussi sur les mobilités, enjeu majeur de ces prochaines années. Et cet axe 2 s'appelle Aunis Atlantique, un territoire connecté, un territoire en mouvement. Enfin, l'axe 3 parlera de l'aspect environnemental, mais aussi de la transition énergétique. Et cet axe s'appelle Aunis Atlantique, un territoire de terre et d'eau, un territoire à énergie positive. Alors ce soir, avec les 4 vice-présidents qui m'accompagnent, eh bien, nous allons donner les grandes lignes de chacun de ces axes. Et donc, je vais poser à chacun d'entre eux un certain nombre de questions. Jean-Marie, on va commencer évidemment par l'axe 1, Aunis Atlantique, un territoire d'accueil, un territoire de vie. C'est le fil conducteur de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Sur quel fondement se base cet axe ? Eh bien, écoute, un premier axe qui est d'abord fondé sur la force d'attraction de notre territoire, une attractivité qui repose tout d'abord sur la position stratégique d'Aunis Atlantique, et ça c'est François qui le développera tout à l'heure, mais aussi sur son caractère, à la fois rural et urbain, ce que nous avons appelé nous, la rurbanité. Notre objectif, c'est de s'appuyer sur cette attractivité pour poursuivre l'accueil de population avec, à l'horizon 2030, un objectif de 37 200 habitants, soit 6 600 de plus. Un apport de population qui ne devra pas se faire au détriment de notre qualité de vie. Donc nous devrons nous développer de manière économe et qualitative, tout en nous attachant à la valorisation de nos points d'entrée du territoire. Comme tu l'as annoncé tout à l'heure, au regard des surfaces constructibles déjà consommées, il nous reste une enveloppe de 104 hectares à répartir entre nos 20 communes. Donc pour en terminer, toutefois, il ne s'agira pas demain de consommer pour consommer. Tu viens d'utiliser à plusieurs reprises le mot qualité. Comment peut-on garantir de la qualité de l'urbanisation ? En adoptant des règles simples, de bon sens. Il va falloir retrouver l'harmonie naturelle avec le bâti dense existant. Il faudra aussi repenser l'implantation de l'habitation garante de l'intimité de chacun. Et puis, il nous faudra réaliser des espaces novateurs tels que des écoquartiers ou des quartiers durables. Et enfin, il nous faudra traiter la question paysagère. Traiter la question paysagère en garantissant des franges urbaines, en conservant dans nos centres-bourgs des espaces paysagers, voire végétalisés, et puis en recomposant nos centralités de centre-bourg avec des espaces publics fonctionnels, en s'attachant à l'accessibilité, qu'il s'agisse des voies douces ou de stationnement.
Je disais tout à l'heure en introduction que l'aménagement d'un territoire doit se faire selon un maillage équilibré, cohérent, solidaire. Comment se présente notre organisation territoriale? Alors là, on ne part pas d'une page blanche. Comme tu l'as annoncé tout à l'heure, le SCOT nous engage. Et puis les diagnostics préalables à la réalisation de notre document d'urbanisme ont un peu influé sur notre vision du territoire. Donc nous retrouvons donc nos deux pôles structurants que sont Maran et Courson. Pôles structurants parce qu'ils accueillent nos installations structurantes que sont les lycées, les collèges, les gymnases, les écoles. Et puis deux pôles émergents de par l'afflux de population qu'ils ont connu ces dernières années. Pôles émergents que sont Andilly, Vildou, Saint-Ouen d'une part et Ferrières-Saint-Sauveur d'autre part. Et puis le tout est accompagné de 2 communes relais et 15 communes de proximité, le tout pour finir sur un maillage équilibré, cohérent, solidaire et complémentaire. Mais accueillir des populations, de nouvelles populations, c'est réaliser évidemment des logements qui doivent répondre à la diversité des besoins. Que peux-tu nous dire sur ces réalisations de nouveaux logements? Là, c'est une réponse qui va nécessiter quelques chiffres, j'en suis désolé. Avec une moyenne de 2,5 habitants par logement et une évolution au fil de l'eau de notre population en corrélation avec ces 5 dernières années, nous devrons réaliser 2875 logements, dont 144 logements sociaux. Pour satisfaire cet objectif, il faudra aussi s'appuyer sur capitaliser le logement existant à remettre sur le marché, densifier dans nos centres-bourgs les dents creuses qui peuvent encore accueillir des logements, et puis viser l'amélioration énergétique, ça c'est Karine qui vous en parlera tout à l'heure. Une évolution qui devrait être harmonieuse, répondre aux besoins de toutes les populations, et surtout répondre au maillage territorial qu'on a annoncé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une commune, qu'elle soit structurante, émergente, de proximité ou de relais, devra suivre notre maillage, et à ce titre, une densité minimale de logement est donc proposée de 25 à 17 logements l'hectare. Et puis au-delà de la question du logement proprement dit, mais s'agissant de l'accueil de toutes les populations, il nous faudra aussi créer une aire de grand passage pour les gens du voyage. Bien, merci. Voilà donc les grandes lignes de l'axe 1, au Nice Atlantique, un territoire d'accueil, un territoire de vie. Et on va passer maintenant à l'axe 2, qui, comme je disais tout à l'heure, va parler de développement économique, touristique, commercial, etc. Roland, à quelle problématique le territoire doit-il répondre dans cet aménagement-là? Alors le défi majeur de notre territoire au Nice Atlantique, c'est l'emploi. Le maintien de l'emploi existant, quelques 5600 emplois, trop faibles hein, bien entendu sur notre territoire, et le développement de nouveaux postes. Si la progression démographique a été constante, moi je dirais ces 15 dernières années, hein, parce que le boom démographique a bien commencé sur notre territoire dans les années 2000, on constate que le développement de l'emploi, lui, a été beaucoup moins soutenu. Il faudra une politique volontariste, c'est ce que nous mettons en place, forte, d'action, d'accompagnement, d'investissement, pour faire en sorte que les habitants de notre territoire puissent trouver plus d'emplois de proximité, donc rapprocher l'emploi de l'habitat. On le fera bien sûr en partenariat avec nos partenaires des autres collectivités dans le cadre de l'espace métropolitain. Être complémentaire, c'est ça qui est important. Et il faut savoir aussi que notre territoire est composé de toutes petites entreprises, petites structures de 1 à 50 employés, et qu'il faudra les accompagner pour mener cette politique volontariste. Alors tu parles beaucoup d'emploi, mais quels sont les leviers qui permettent de créer de l'emploi ? Alors, structurer et développer l'activité économique sur notre territoire, c'est être en mesure de répondre aux demandes des entreprises et des entrepreneurs en matière d'offres foncières, mobilières et immobilières de qualité. Bien répondre à leurs demandes d'installation, mais également de développement. Nous travaillons sur les requalifications de nos zones et nous menons une politique d'optimisation foncière. On ne vend plus aujourd'hui des grandes parcelles pour y installer 80 ou 400 mètres carrés de bâtiments. Donc on est très attentif à cette emprise foncière. Nous menons également une politique d'accompagnement et de suivi des entreprises pour permettre l'installation, le suivi et le développement sur le territoire. Nous avons également instauré des ateliers relais en 2014, ouverts en 2014 sur Vildou, qui marche très bien, pour lesquels on a beaucoup de demandes. Et je voudrais vous dire aussi qu'on a beaucoup de demandes sur des toutes petites structures qui recherchent du petit immobilier d'entreprise. On a un secteur qui se redéveloppe sur le territoire, qui est proche d'ici, l'activité nautique qui a perdu beaucoup d'emplois en 2008, retrouve de la croissance
retrouve de l'activité avec 2 entreprises qui présentent sur notre territoire des savoir-faire reconnus. Il faudra valoriser ce secteur, continuer à travailler. Elle est génératrice d'emplois, mais paradoxalement, elle a du mal à trouver du personnel pour des emplois qualifiés et même pour des formations. Donc c'est paradoxal, un territoire qui a un taux de chômage qui est en dessous de la moyenne nationale, mais dont l'activité se situe hors de notre territoire pour l'ensemble de nos salariés. Il faudra également maintenir notre offre de commerce et de proximité dans les centres-bourgs. Maintenir et développer les emplois d'aujourd'hui, c'est très bien, mais il faut déjà préparer ceux de demain. L'emploi va changer dans les 10 prochaines années. La domotique, la robotique, le digital va permettre l'installation de nouveaux emplois sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle on mise beaucoup sur l'arrivée du THD, très haut débit, ou plus communément appelé fibre optique, dont le déploiement est prévu de 2019 à 2022. Elle permettra la création de nouveaux emplois sur le territoire et Onis Atlantique investit dans la création d'un espace de coworking sur Maran et sur des possibilités aussi d'installation sur le pôle de service de Ferrières. Aujourd'hui, on compte sur ces emplois pour le déploiement du télétravail, mais également de l'implantation d'activités dans les centres-bourgs, notamment liées aux services, à la domotique, robotique. Il faut également faire de notre territoire un label, faire du tourisme un label de qualité sur notre territoire. C'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois et qui est sous-exploité sur Onis Atlantique. Aujourd'hui, il faudra l'articuler autour de la Sèvre niortaise, de la façade atlantique, de son petit patrimoine bâti, forêt de Benon et autres, et développer ici ou là des pôles d'attractivité touristique permettant ainsi aux touristes de passer plus de temps et de consommer sur notre territoire. Donc c'est très important, nous venons de nous doter d'un chargé de mission qui va nous accompagner dans ces démarches de structuration de notre offre touristique. Bien entendu, il faudra également veiller à la qualité de l'accueil, des liaisons, enfin, Karine en reparlera tout à l'heure, liaisons douces, fluviales, pour que les touristes puissent se déplacer. Enfin, Onis Atlantique soutient l'action de l'Office de tourisme du Marais Poitevin pour la promotion du territoire. Alors, je voudrais revenir juste sur une chose. Moi, je suis très attaché à la complémentarité de l'action économique avec nos partenaires avec lesquels nous travaillons, pour lesquels tu reviendras tout à l'heure dessus, François aussi. Aujourd'hui, j'aime bien la définition de bassin d'emploi. Voilà. Retrouver de l'emploi sur notre territoire, c'est permettre aussi à nos jeunes d'avoir un accès plus direct, plus facile à l'emploi, avec des problèmes de mobilité qui seraient partiellement réglés. Bien, merci. Donc cet axe, comme vous venez d'entendre, a pour objectif de favoriser le dynamisme économique avec une ambition forte de créer plus de 1200 emplois sur les 10 ans à venir. Mais cet axe s'appelle aussi Onis Atlantique, un territoire en mouvement. Et donc là, on va parler mobilité, enjeu majeur de ces prochaines années. Karine, comment diversifier et développer les mobilités ? Alors, quand on parle de mobilité, on parle forcément de flow, de flux de personnes, flux de biens, mais aussi les flux immatériels, des flux d'informations que l'on ne peut pas négliger dans notre société qui est devenue une société numérique. Alors, concernant les flux immatériels, ces flux d'informations, la communauté de communes soutient le déploiement mis en place par le département et financé en partie par le département concernant la fibre à très haut débit, puisqu'elle va permettre, notamment, comme le soulignait Roland, de nouvelles formes de travail, le télétravail. Elle va permettre aussi un maillage beaucoup plus fin en matière d'accès aux services. Donc un nouveau rapport aux mobilités et notamment limiter les déplacements grâce à la fibre optique. Concernant maintenant les flux de personnes et les flux de biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre territoire, et même partout ailleurs, il va falloir que nous sortions en fait du modèle actuel, c'est-à-dire le véhicule individuel thermique. Pour notre territoire, il faut savoir que tous les jours, ce sont pas moins de 6600 véhicules qui quittent notre territoire pour aller sur la CDA de La Rochelle. Donc il faut que nous repensions nos mobilités, que ce soit les mobilités collectives ou les mobilités individuelles.
Concernant les mobilités collectives, la communauté de communes Aunis-Atlantique attend beaucoup de la loi d'orientation des mobilités qui pourrait être votée à la fin de cette année. En effet, elle permettrait aux communautés de communes, aux EPCI de plus de 10 000 habitants, de prendre la compétence organisateur des transports, transports scolaires, transport aussi des usagers. Et donc, si nous pouvions avoir cette possibilité, si les élus aussi communautaires le souhaitaient, nous pourrions prendre cette compétence qui veut dire repenser les transports collectifs à l'échelle de notre territoire, envisager des liaisons vers les bassins d'emploi comme la CDA de La Rochelle, comme la CDA de Niort et vers d'autres bassins d'emploi. C'est aussi assurer des liaisons vers d'autres moyens de transport comme la gare de La Rochelle, la gare de Surgères, l'aéroport de La Rochelle. C'est aussi envisager des liaisons entre les communes de notre territoire, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Quand on parle aussi de transport collectif, il est question, bien sûr, de la liaison cadencée entre La Roche-sur-Yon et sur La Rochelle. Donc là aussi, la CDC Aunis-Atlantique soutient cette volonté de réouverture avec deux gares, la gare de Maran et la réouverture aussi de la gare Andilly-Saint-Ouen-Villedoux. Pour ce qui est des mobilités individuelles, là aussi, il faut aller vers des mobilités alternatives. Donc favoriser des mobilités alternatives, c'est par exemple, pour les véhicules électriques, avoir l'installation de bornes à chargement, notamment à chargement rapide. Ça veut dire aussi favoriser les aires de covoiturage. Ça veut dire aussi quelque chose que l'on n'a pas encore sur notre territoire, mais favoriser les aires d'autopartage. Et puis, c'est bien sûr toute une réflexion sur les cheminements doux et sécurisés pour permettre aux personnes de notre territoire d'aller d'une commune à une autre sans forcément un objectif de tourisme, mais de vie au quotidien. Merci, voilà donc les principales orientations de cet axe 2. On passe maintenant à l'axe 3, Aunis-Atlantique, un territoire de terre et d'eau, un territoire à énergie positive. On va commencer par la deuxième partie, un territoire à énergie positive. Karine, qu'est-ce qu'un territoire à énergie positive et comment le devient-on ? Alors, un territoire à énergie positive, c'est ce que l'on appelle communément un TEPOS. Donc, un TEPOS, c'est un territoire dont la consommation, en fait, dont la production d'énergie est inférieure à sa consommation. Donc, nous espérons être TEPOS en 2050. Pour cela, il faut que nous atteignions un premier stade en 2030, avec notamment pour notre énergie, 30% de notre énergie qui soit une énergie renouvelable, avec en parallèle une baisse de 20% de notre consommation d'énergie, ce qui veut dire donc solliciter les habitants, solliciter les acteurs socio-économiques pour pouvoir devenir TEPOS. Donc pour devenir TEPOS, on a en fait deux axes. Donc le premier axe, c'est celui bien sûr de la diminution de la consommation d'énergie. Alors diminuer sa consommation d'énergie, je rejoins la question des mobilités alternatives, puisque à l'heure actuelle, il faut savoir que 53% de l'énergie qui est consommée sur notre territoire est représentée en fait par les transports. Donc si nous changeons notre mode de transport, nous devons normalement diminuer une partie de notre consommation d'énergie sur notre territoire. Le deuxième axe pour pouvoir diminuer notre consommation d'énergie, c'est la lutte contre la précarité énergétique, où là aussi, pour l'habitat existant, c'est donc encourager des rénovations en termes notamment d'isolation. Et puis pour les nouvelles constructions à venir sur notre territoire, c'est mettre en place des normes bioclimatiques. Donc voilà pour le volet baisser notre consommation. Mais il faut aussi s'orienter vers une production locale d'énergie renouvelable. Et donc là, il faut s'orienter vers ce que l'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire plusieurs énergies de différentes natures. C'est notamment
le photovoltaïque, avec l'utilisation, on n'a pas encore vraiment exploité, mais notamment les bâtiments tertiaires qui offrent un potentiel. C'est aussi se pencher sur les friches qui ne sont pas valorisables et donc y installer des parcs photovoltaïques. C'est la question aussi de l'éolien qu'il faut se poser pour s'orienter notamment vers un schéma éolien qui prendrait en compte aussi tous les enjeux de notre territoire, que ce soit au niveau du paysage, que ce soit au niveau du patrimoine, de l'agriculture. On a aussi d'autres possibilités, c'est la question du bois, notamment la question de nos haies, et la filière du bois énergie. Et puis, c'est aussi, comme nous sommes sur un territoire rural, se poser la question de ce que l'on fait de nos déchets verts, de nos boues, et notamment s'interroger sur la question de micro-unités de méthanisation. Donc ça, ce sont autant de questions qu'il faut se poser dans ce cadre-là. Bien, Onis Atlantique, un territoire donc qui ambitionne de devenir un vrai TEPOS, un vrai territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Mais cet axe 3, c'est aussi pour parler d'environnement, pour Onis Atlantique, un territoire de terre et d'eau, oui, territoire rural, territoire agricole. Roland, comment aménager un territoire en préservant les terres agricoles ? L'activité agricole sur nos territoires ruraux est ancestrale. Il y a bien entendu toute sa place et elle génère une économie importante. Aujourd'hui, il faudra quand même s'assurer de conforter l'agriculture et lui assurer une bonne coexistence avec le voisinage, notamment sur le développement de l'habitat. Onis Atlantique, alors je rappelle qu'en matière d'agriculture, que ce soit bien clair, parce qu'on en est là, on ne gère pas ce qui se passe dans les champs. C'est la politique agricole commune, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est la Chambre d'agriculture qui le gère. Moi j'entends souvent des gens me dire « Ouais, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ?» Attention, nous on n'a pas de maîtrise sur ces opérations-là de développement de l'agriculture. On est quand même attentif à un certain nombre de pratiques, on en reparlera probablement tout à l'heure ou dans d'autres assemblées. L'action menée par Onis Atlantique, c'est bien entendu le soutien au développement des circuits courts. Donc deux axes importants, le soutien au développement des circuits courts, c'est-à-dire la valorisation du savoir-faire, plutôt de nos jeunes agriculteurs. J'en veux pour exemple la construction du magasin fermier à Ferrières. Le soutien également au marché Perrin, le marché de Maran, le marché de Courson, de Saint-Sauveur-de-Nice et du Guidaléré, qui permet aux producteurs de notre territoire de venir y présenter vos produits. Et puis, ce qui est important, c'est aussi notre engagement dans une démarche de réduction de 20% des surfaces urbanisées qui nous étaient allouées, de manière à préserver les équilibres financiers des exploitations agricoles. Enfin, il faudra lancer un accompagnement. On a des discussions en ce moment avec les jeunes agriculteurs sur des valorisations des savoir-faire agricoles, notamment on n'a pas d'abattage de poulets sur notre territoire. Va arriver très vite l'organisation aussi du bio dans nos cantines, hein, la loi qui devrait rentrer en vigueur en 2020. Donc privilégier ces circuits courts, bien évidemment privilégier le raisonné, le bio, d'autant qu'on peut le faire en expliquant encore une fois qu'on n'avait pas la main. Mais il faut respecter l'agriculture et il faut trouver des solutions pour faire en sorte que tout le monde vive de manière apaisée et qu'on puisse conserver l'équilibre financier des exploitations agriculteurs, parce que ce point des difficultés sur le territoire, on aura peut-être l'occasion sur le territoire français, je parlais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais notre politique principale, c'est la maîtrise du foncier, faire attention à notre foncier, bien optimiser nos zones, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre le moins possible sur les terres agricoles et puis travailler ensemble de façon à avoir une agriculture permettant aux jeunes aussi de s'installer, de continuer à travailler. Mais Onis Atlantique, un territoire de terre et d'eau, montre aussi clairement que nous vivons dans un environnement privilégié. 19 des 20 communes d'Onis Atlantique sont dans le parc naturel régional du Marais Poitevin. Nous avons la Sèvre niortaise qui nous traverse d'est en ouest avec la façade littorale à l'ouest. Nous avons la forêt de Benon, nous avons la plaine d'Onis. De vrais atouts. Karine, comment développer ces atouts naturels ? Bon, c'est bien, aucun n'a été oublié ce soir. Donc, à chaque fois, j'ai oublié la plaine de Nice et à chaque fois, aux 3 autres réunions, Karine me l'a fait remarquer. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'effort. Bon, plus sérieusement, il s'agit en effet donc de préserver ces paysages parce qu'ils sont bien sûr source de biodiversité, parce qu'ils sont notre poumon vert.
Il s'agit aussi de préserver cette trame verte et bleue avec tous les éléments caractéristiques de cette trame verte et bleue, que ce soit les marais, mais aussi tout simplement les espaces verts au sein de nos communes. Donc tout ceci suppose de recentrer l'urbanisation. On aura peut-être l'occasion de reparler comment définir donc des zones naturelles et limiter notamment aussi la déprise des zones agricoles. Sur notre territoire aussi, il y a un autre enjeu qui est la question de la gestion de l'eau, que ce soit en quantité ou en qualité. Donc là aussi, nous avons à mener toute une réflexion sur des aménagements pour faire en sorte qu'il y ait toujours un approvisionnement en eau, en quantité et qualité suffisante, mais aussi une réflexion à mener sur ces aménagements pour prévenir un certain nombre de risques, notamment les inondations. Bien, merci. Voici donc l'armature, les grandes lignes du plan local d'urbanisme intercommunal. Mais un projet de territoire n'a de sens que si on prend en compte les connexions et les complémentarités avec les territoires voisins. François, tu l'as dit tout à l'heure, tu es vice-président du syndicat mixte du SCOT La Rochelle-Aunis. Comment ces connexions avec ces territoires influencent-elles l'aménagement de Nice Atlantique ? Eh bien, tout d'abord parce que le PLUI-H qui vous a été présenté doit forcément être en conformité avec le SCOT commun La Rochelle-Aunis. Ce SCOT commun, il est en cours d'élaboration. Il arrivera certes après l'approbation du PLUI-H de notre communauté de communes, mais dans notre PLUI-H, nous avons déjà pris des orientations en concertation avec la communauté d'agglomération de La Rochelle et Aunis Sud, de façon à avoir une coopération harmonieuse, notamment sur des sujets comme la mobilité ou sur l'aménagement commercial ou sur les équipements économiques. L'objectif est de prendre en considération un bassin de vie et non plus 3 unités urbanistiques différentes. La deuxième chose, c'est, comme vous le voyez sur cette carte, nous sommes en interaction avec Aunis Sud et la communauté d'agglomération de La Rochelle, mais nous voyons plus loin, plus grand, puisque nous sommes en interaction dans le cadre du projet métropolitain avec La Rochelle, Niort, Rochefort, le Sud-Vendée avec Fontenay-le-Comte et Saint-Mexan-l'École qui sont également concernés par le projet métropolitain. Ce n'est qu'à cette échelle-là qu'on peut envisager des mobilités, notamment ferroviaires, de qualité qui permettent à notre territoire de poursuivre son développement. Et comme vous pouvez le constater, bien, Aunis Atlantique, c'est au cœur de ce projet métropolitain. Souvent, on dit que Aunis Atlantique, c'est au milieu de rien, mais en fait, c'est au cœur de tout. Et puis, à l'échelle plus grande encore, plus macro encore, eh bien, nous devons trouver notre place à l'échelle régionale, dans le cadre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc, dans le cadre du SCOT commun La Rochelle-Aunis, nous faisons effectivement des propositions à la grande région au nom d'Aunis Atlantique, mais également du SCOT commun. Nous sommes un territoire qui n'est pas isolé, qui est au cœur de tout. Merci. Pour finir cette présentation et avant de laisser place au débat et à vos questions, moi j'aimerais revenir rapidement sur le calendrier qui vous a été présenté tout à l'heure dans la petite vidéo. Donc vous voyez, aujourd'hui nous en sommes là, nous sommes donc à la fin de cette phase 2 du projet d'aménagement et de développement durable. Autrement dit, nous commençons la phase 3, la phase du règlement et du zonage. Cette phase devrait nous occuper à peu près 1 an. Il y a 20 communes. 20 communes, c'est évidemment du travail lorsqu'on parle de zonage dans les différentes communes. Donc à peu près 1 an. Et en septembre, octobre 2019, si tout se passe bien, nous arrêterons, c'est le terme qui est utilisé, nous arrêterons ce plan local d'urbanisme intercommunal. Place alors à l'enquête publique, évidemment, vous aurez tous la possibilité de vous exprimer. Et il sera aussi demandé aux personnes publiques associées de donner leur avis. On entend par personnes publiques associées l'État, évidemment, la région, le département, les territoires voisins, les chambres consulaires, le parc naturel régional, etc. etc. L'avis final étant donné par le préfet. On espère un avis, évidemment, positif du préfet printemps 2020. Et dès qu'on aura ce feu vert du préfet, eh bien, ce plan local d'urbanisme intercommunal remplacera nos différents documents d'urbanisme actuels. Voilà, c'était pour dire un petit peu où on en était et comment les prochains mois vont se dérouler. Bien, maintenant,
place, comme je disais, au débat et à vos questions, pour répondre évidemment à nous 5 à différentes questions, j'imagine, sur cette présentation. Allez, qui commence? Oui, madame. Bonsoir, donc je vais me présenter, je suis Madame Béréchel, je suis conseillère municipale à Saint-Ouen-d'Aunis. Tous les beaux projets que vous venez de nous présenter, c'est sympa. Nous, au niveau du déplacement, c'est 0. On n'a rien, rien du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vais travailler à La Rochelle, si ma voiture ne démarre pas, il faut que je me débrouille. Donc, c'est bien gentil. C'est un peu utopiste pour moi, tout ce que vous nous avez présenté. Non. Non, c'est une vraie volonté, une vraie ambition. En attendant, dans mon quotidien, il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Moi, je viens de la région parisienne, c'est vrai, c'est peut-être pas... voilà. Oui, d'accord, mais n'empêche que je vais à La Rochelle tous les jours. Et je vous dis encore une fois, si ma voiture ne démarre pas, je fais comment? C'est déjà une première chose. Deuxième chose, dans votre belle plaquette, vous nous avez dit que la moyenne d'âge de la population était de 38 ans. Oui. Qu'en est-il de nos seniors? Que faites-vous? Qu'est-ce qu'il y a pour eux? Il y a pas mal d'EHPAD sur le territoire. Enfin, bon, allez-y, terminez. En tout cas, dans votre plaquette, vous ne parlez pas d'eux. Oui, mais on n'a pas toutes les compétences. Enfin, allez-y, terminez, puis après, je vous répondrai. Donc, il y avait ça. Autre chose, vous parlez de la fibre. Comment voulez-vous que les entreprises s'installent dans nos petites communes sans avoir le matériel et les outils nécessaires pour s'installer, ne serait-ce que pour télécharger une application, pour télécharger une notice? Comment ils font? Ça rame. Ça rame, mais c'est une horreur. Les choses vont changer rapidement. Mais oui, mais quand? C'est ça le problème. Alors on va reprendre. Quand? Voilà. Alors on va reprendre toutes vos plusieurs questions. Ma question, c'est quand? Oui. Quand? Alors justement, on va répondre concrètement à ces 3 questions. Hein. Première sur les mobilités, ensuite vous nous avez parlé des personnes âgées, et ensuite de la fibre optique. Allez, on commence par les mobilités. Moi, je vais donner quelques généralités, puis évidemment, je vais donner la situation. La fibre, allez, on commence par la fibre. Très vite. Donc, le programme de déploiement, c'est entre 2019 et 2022. Alors, malheureusement, je n'ai pas révisé, donc je n'ai pas la date exacte pour Saint-Ouen, mais les travaux donc commencent dans certaines communes dès l'année prochaine. Donc, en fait... Oui, mais madame habite à 2020 Saint-Ouen. Voilà, j'aurais dit... Bon. Donc 2020 Saint-Ouen. Et la fibre optique, pour la fibre optique. Comme il vient de dire, donc tout le département de Charente-Maritime sera équipé. Tout le département de Charente-Maritime aura... Enfin, tous les foyers, que les choses soient bien claires. Tous les foyers du département de Charente-Maritime auront la fibre optique normalement en 2022. Alors, concernant la mobilité... ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'heure actuelle, nous n'avons pas cette compétence CDC au Nice Atlantique. La commune de Saint-Ouen n'a pas la compétence et le département n'a plus non plus cette compétence, puisque désormais, avec la loi NOTRe, c'est devenu une compétence régionale. La région a commandé et passé une convention de service public avec Keolis. Mais dans le marché public qu'elle a passé pour les 6 années à venir, elle s'est concentrée essentiellement sur les scolaires, et avec toutes les difficultés que l'on a connues pour cette rentrée, puisque ce n'était pas vraiment concerté, et donc ça ne répondait pas forcément aux attentes. Et puis elle a conservé les lignes structurantes en même diminuant quelques arrêts. Ce qui fait qu'en effet, on peut constater qu'à l'heure actuelle, pour quelqu'un qui travaille à Saint-Ouen, enfin qui vit à Saint-Ouen et qui veut aller à La Rochelle, c'est très compliqué. Alors, ça, c'est pour les moyens de transport collectif. Mais il se développe à l'heure actuelle d'autres moyens, notamment le covoiturage. Et nous, ce que l'on souhaiterait à terme, c'est mettre en place une plateforme, notamment à l'échelle du département, qui permettrait aux personnes de pouvoir recourir à cette plateforme pour pouvoir savoir qui est-ce qui fait justement ce trajet entre Saint-Ouen et La Rochelle, si les horaires conviennent, et est-ce que je peux partir avec lui et revenir avec lui.
Ça, c'est une des solutions vers lesquelles il faudra aller. Maintenant, une solution immédiate avec un claquement de doigts pour dire... mais ça fait longtemps que ça dure parce qu'on n'a pas la compétence. Mais juste quand même... Non, mais on n'a pas la compétence. C'est là tout le problème. Un tout petit complément sur ce que vient de dire Karine par rapport au transport collectif. En fait, comme il vient d'être dit, le transport était de la compétence du département. Et on travaillait avec le conseil départemental pour mettre en place des lignes express, 2 lignes express précisément, une sur la 137 vers Maran, et donc en passant par Saint-Ouen, et une le long de la RN11, Benon, Courson, etc. Et ce qu'on avait convenu avec le département, c'est d'avoir des rotations assez régulières de ces lignes express. Donc ça, organisé par le département de Charente-Maritime. Et nous, communauté de communes, on devait mettre en place des petites lignes secondaires pour que les gens puissent accéder à ces lignes express qui, elles, tournaient, qui faisaient La Rochelle. On avait fait un gros travail avec le département de ce côté-là. Le dossier était quand même bien avancé. Voilà, comme tu dis, Maurice. Et du coup, la compétence part à la région. La compétence part à la région. Le département a demandé à la conserver par délégation. C'était refusé par la région. Donc la compétence est partie à la région. Ce qui veut dire qu'il faut retravailler maintenant avec la région. Vous avez dû voir qu'au niveau des transports scolaires, sur cette rentrée scolaire, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Donc vous imaginez un petit peu le travail qu'on doit maintenant refaire avec une collectivité qui n'est plus à La Rochelle, mais qui est à Bordeaux. Donc bien plus compliqué, mais bien dommage, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un enjeu majeur de notre territoire, et un gros travail avait été fait, mais malheureusement n'a pas pu aboutir, donc on va recommencer. Et comme a dit Karine, il y a tout ce qu'il y a à côté, en plus du collectif, etc. Sur les jeunes et les personnes âgées. Ah, les EHPAD. Oui, alors les personnes âgées, comme je répondais très très rapidement. Alors d'abord, c'est une compétence qu'on n'a pas, on aménage le territoire, mais on n'a pas la compétence de l'accueil des personnes âgées. Cela dit, moi je trouve, je sais pas, vous n'êtes peut-être pas spécialement d'accord avec moi, mais moi je trouve que le territoire est quand même bien équipé en EHPAD. Il y en a un petit peu, alors je ne sais pas exactement le nombre sur nos communes. Pardon, d'accord. Des mobilités pour les personnes âgées, par exemple, non ? Par exemple. Moi, j'ai des voisins qui sont actuellement vieillissants, on va dire, et qui ne peuvent plus prendre leur voiture. Ce sont des gens qui vont déménager demain et après-demain. Oui. Donc, voilà, c'est ça. Alors, donc, en fait, il existe quand même le transport à la demande. Mais cette question rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les mobilités. Ça s'adresse aussi aux personnes âgées. Mais alors, que proposez-vous, puisque je vous sens désespéré ? Ah non, faut... c'est une belle région, un beau territoire avec de beaux projets. Mais Montroy, l'Aubertière, c'est la CDA. Par contre, oui, ce qu'il faut bien prendre en compte, aussi, et qui pour moi est capital, c'est la vitesse d'évolution de notre territoire. Tout à l'heure, on disait 2,25% d'augmentation. On a la plus forte hausse démographique du département de Charente-Maritime. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des services, et notamment du département, c'est pour ça qu'on avait fait ce travail, parce que le département avait bien pris conscience de la forte évolution démographique de notre territoire. C'est pour ça qu'on mettait en place ces nouvelles lignes. Mais l'évolution a été tellement rapide qu'effectivement, dans certains domaines, comme ceux des déplacements vers l'agglomération, eh bien, aujourd'hui, on est un petit peu en retard, c'est vrai. Mais par contre, c'est justement avec des projets comme ça, des aménagements et des règlements qui sont aujourd'hui proposés et menés par les élus qu'on arrivera à rattraper notre retard. Ouais, mais au niveau des mobilités, on n'en était pas loin. Bien, monsieur. Bien, moi, j'habite Villedoux, je suis urbaniste et écologiste retraité. Et j'étais enseignant. Alors, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait. Je crois que c'est énorme. Mais je voudrais vous parler de l'énergie. Dans votre projet, vous dites on va faire un ensemble à énergie positive. Oui. Et parmi les propositions que vous faites, c'est la voiture électrique,
et le photovoltaïque. Pas que. Et l'éolien. Le photovoltaïque, désolé, mais c'est sans espoir. Il faut de l'iridium pour construire les panneaux photovoltaïques. On a des réserves qui sont très limitées. Je pourrais vous donner des chiffres, mais on va pas. Et en 2050, il n'y aura plus d'iridium pour faire des panneaux photovoltaïques. Donc c'est une impasse. C'est très à la mode. Hein, je reconnais, c'est très à la mode. Tout le monde. Moi, j'ai fait aussi faire des devis. Hein, on y pense. Mais en termes d'économie d'énergie, c'est un fiasco. On peut le dire comme ça. Et ça n'a pas d'intérêt à long terme. Ça peut avoir un intérêt à très court terme, oui. Mais à long terme, on va à l'échec. La voiture électrique, maintenant. Pareil. La voiture électrique, tout le monde sait qu'il faut des batteries, il faut produire du courant pour charger les batteries, et les batteries sont... Alors, les voitures électriques sont non polluantes là où elles roulent, mais très polluantes là où on les fabrique. Donc, ce n'est pas non plus une solution qui peut être généralisée. Alors, je voudrais citer un chiffre qui est important. En France, on consomme actuellement 68% d'énergie qui vient des énergies carbonées. Or, les énergies, le fossile, le gaz, et le charbon, le gaz et le charbon, le gaz, je vais y arriver, et le pétrole. Oui. Donc, presque 70% de l'énergie est utilisée, c'est du pétrole. Or, c'est la cause première donc, du réchauffement climatique. Donc, ces deux solutions que vous proposez, je ne conteste pas du tout les autres. Hein. Il faut économiser l'énergie, il faut faire du covoiturage. Enfin, tout ce que vous avez proposé est excellent. Mais le photovoltaïque et l'électrique, c'est une mauvaise solution qui n'aboutit pas. C'est une mode. Alors, quelle solution ? Il y en a. Oui, il y en a des solutions. Oui, il y en a d'autres. Elles font peut-être peur, mais il y en a. Alors, je ne suis pas là pour parler de ces solutions, en tout cas pas pour l'instant, sauf si vous le souhaitez. Mais je pense que dans le plan local d'urbanisme, miser sur le photovoltaïque et sur la voiture électrique, c'est un non-sens sur le plan écologique. C'est pour ça que Karine va vous parler du mix, puisqu'elle aime bien parler du mix. Le mix. Non, alors on ne mise pas sur le véhicule électrique. Et pas plus que... je vous rejoins tout à fait sur le photovoltaïque. Vous ne posez pas la question non plus de toute la question comment on recycle, comment on va recycler tous ces panneaux photovoltaïques. Et en effet, il y a d'autres pistes, notamment, on n'en a pas du tout parlé, si on évoque à peine la question de la méthanisation, il y a la question aussi de l'hydrogène qu'on pourrait poser, notamment par rapport aux véhicules. Moi, à titre personnel, je crois plus aux véhicules hydrogène qu'aux véhicules électriques. Mais c'est à titre personnel. Donc il y a en effet ces pistes. Alors quand on disait qu'on est territoire TEPOS, là, à l'heure actuelle, on est vraiment sur de la... ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, de la réflexion. C'est-à-dire qu'on est sur des pistes. Là, notre PLUiH, on l'écrit pour jusqu'en 2030. Donc, d'ici là, les choses auront aussi changé. Donc, à nous aussi de savoir s'adapter pour aller jusqu'en 2050. 2050, ce n'est pas nous qui écrirons le PLUiH de cette époque. Mais pour arriver donc dans un premier temps, ce sont les solutions que nous proposons dans un premier temps, mais on ne s'interdit pas, en effet, de regarder sur d'autres pistes. C'est pour ça qu'on est juste au niveau du véhicule, on dit plutôt véhicule propre, vous connaissez ça mieux que nous, plus véhicule propre que véhicule électrique. Même si on est en effet, on va installer des bornes à chargement électrique, parce qu'il y a en effet, sur le moment, comme vous le dites, c'est un effet de mode, il y a une demande, notamment sur le territoire. Voilà. Bien, une autre question ? Jean-Pierre, si tu m'autorises, je voudrais juste interpeller messieurs pour lui dire, finalement, vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche. Vous nous avez parlé d'une solution qui fait peur. Moi, je veux bien en frémir.
J'aimerais que vous nous en parliez parce que... Ouais, alors, voilà, rapidement, parce qu'il y a sans doute beaucoup d'autres questions. Allez, en deux mots. En deux mots, les énergies... Alors, donc je vous ai dit... Oui, je vous ai dit, on a grosso modo 70% d'énergie carbonée. Pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut supprimer ça. Le supprimer, c'est-à-dire laisser dans la terre le pétrole, le charbon et le gaz. Bon. C'est un enjeu énorme. Alors, il existe une énergie qui permet ça. C'est l'atome. Alors, je sais que ça fait frémir, ça fait peur, etc. Alors, l'atome et l'énergie nucléaire telle qu'elle est produite actuellement, c'est les EPR qui posent d'énormes problèmes de déchets qui ne sont pas résolus et d'autre part de dangers malgré tout, même si la technique est assez bien maîtrisée. Si on couvre la France de centrales EPR telles qu'elles sont conçues actuellement, on augmente les dangers et les risques. Bon, on sait que ces risques existent. Alors, il existe une autre façon de produire de l'énergie à base de combustible nucléaire. Cette production, ça s'appelle la fission liquide dans les sels fondus. C'est une façon de le produire qui a été étudiée dans les années 50-60. Et comme à cette époque, ceux qui travaillaient là-dessus, c'était les militaires, et le problème, c'est que la fission liquide dont je vous parle, ça ne sert pas à fabriquer une bombe. On ne peut pas fabriquer une bombe avec. Donc, ils ont laissé ça de côté. Ceci dit, il existe des expériences de ces réacteurs nucléaires qui sont beaucoup plus petits, qui peuvent être produits directement en usine et déplacés ensuite. On peut en mettre un peu partout. Et les risques, parce que c'est ça qui fait peur avec le nucléaire, les risques de cette production sont très limités dans la mesure où, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le réacteur, il fonctionne, donc c'est pour ça qu'on appelle la fission liquide, dans un liquide. Et pour arrêter une centrale, on l'arrête dans la minute en évacuant le liquide. Bon, voilà donc une proposition, voilà une possibilité, une proposition. Bon, je précise quand même. Je sais que c'est pas l'enjeu. C'est ça, l'objet, oui. Mais il faut l'avoir à l'esprit, parce que à l'esprit, c'est le réchauffement climatique, et si on ne résout pas le problème, tout le monde y passe. Et ça sera en 2050. Hein. À voir, donc comme on dit, hein, c'est pas le sujet, on va dire, de ce soir, mais je suis pas sûr que le nucléaire soit quand même la solution. Mais après, c'est un autre débat. Allez, on revient à notre PLUI. Allez, madame. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis un petit peu étonnée par la méthodologie parce que je suis habitante de la Laigne, hein, tout à fait au fond du jardin, là, de la CDC. De la communauté de communes, la Laigne, Franche-Alban. C'est une commune comme les autres. Voilà, non, c'est une commune comme les autres, hein, bien sûr. Hein. Mais je veux dire qu'on n'a pas eu beaucoup de réunions, on n'a pas eu beaucoup d'informations. J'ai été étonnée de savoir par des amis qu'il y avait la réunion de ce soir, parce que théoriquement, on aurait dû l'avoir dans les boîtes aux lettres. On aurait peut-être pu s'organiser pour avoir d'autres personnes avec nous, parce que tous les habitants sont concernés et auraient dû être associés. Donc voilà, la méthodologie, je trouve que c'est un peu léger, mais enfin, moi, ça m'a permis de venir par Longève ici. J'ai traversé la Longève carrément à sec. Alors, elle a certainement jamais dû avoir d'eau. C'est une rivière qui a jamais dû couler, hein, parce qu'elle est à sec depuis un bout de temps, on le voit hein, d'un seul coup d'œil. Et puis j'ai découvert aussi l'univers bucolique dans lequel se trouve Andilly. Alors le village est charmant. J'ai vu aussi que certaines communes s'étaient déjà adaptées au réchauffement climatique en mettant dans des grands pots des oliviers et des palmiers. Je trouve que c'est tout à fait de mise dans le Marais Poitevin. Ça, on s'est déjà adapté au réchauffement climatique et le grand pot, au moins quand on arrose, l'eau ne part pas ailleurs. Alors moi, je voulais vous parler de qualité de vie à la campagne et de préserver le cadre de vie. Voilà, donc je suis originaire de Charente-Maritime, sud-sud-sud, la Saintonge.
J'ai fait mes études à La Rochelle, je suis partie à Paris, j'ai vécu aussi en Afrique. Je suis revenue ici parce que la région me plaisait beaucoup, parce que j'avais mes copains de lycée, je venais dans le Marais, on allait à la pêche. C'était une région absolument charmante, riche. La plaine de Nice était une région riche. Et c'était très agréable de s'y promener, de faire de la barque dans le Marais. Et quand il a fallu qu'on choisisse un endroit où se poser, ben on a dit, tiens, ben on va là-bas. Parce que entre Vannes et Biarritz, eh ben La Rochelle, c'est ce qui nous plaisait le plus. Voilà. Donc, enfin, La Rochelle et la plaine de Nice. La plaine de Nice. Mais alors là, la plaine de Nice, quand on arrive chez vous, eh ben, c'est quelque chose. Parce qu'à part les étendues de maïs, les haies qui sont en train de disparaître. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour faire du bois de chauffage avec les haies, parce que là, les haies, elles sont malades. Monsieur le maire de la Grève sait très bien comment ça se passe sur sa commune, où on laboure pour mettre du maïs jusqu'au bord du chemin. Alors, ça m'a fait beaucoup... ça m'a fait sourire quand vous avez parlé de cheminement doux. Vous avez employé un mot j'ai trouvé absolument ravissant. Vous avez parlé de cheminement doux. Vous savez, moi, quand je sors de la Laigne, je peux même plus aller faire de jogging parce qu'il y a du maïs partout. Quand je me prends pas les arroseurs en pleine tronche, je me prends les pesticides et j'ai à peine la place de marcher entre le maïs et la route. Donc, je pense que là, dans l'aménagement du territoire, il faudrait peut-être déjà qu'on remette des limites aux exploitations agricoles, qu'on préserve un petit peu la sécurité des gens qui circulent à pied ou en voiture ou en vélo sur nos chemins. Et je voudrais terminer avec les bassines, puisque je fais partie du collectif Bassines Non Merci, et que je fais partie aussi du collectif du mouvement des coquelicots contre les pesticides. Et je suis très étonnée que monsieur le maire de la Grève dise qu'on ne peut pas se prononcer contre les projets de bassines. Alors, puisque le collectif est né il y a un an, dans la Sèvre niortaise, et que les maires de la Sèvre niortaise ont voté des motions contre ces bassines, et que la préfète les a réunis pour leur demander leur avis. Je pense que le projet des 19 bassines, dont celui de la Grève, on réussira à avoir sa peau. Je pense qu'on réussira. Mais je suis étonnée quand même que là, dans le territoire, vous fassiez des jolis projets de développement avec des chiffres clés pour le projet des 6 premières bassines là, qui vous intéressent à l'est de La Rochelle. Il y en a une au Guédalré, Benon, Saint-Sauveur, Saint-Médard. Après Saint-Cendre, c'est pas ici. Coût 9,3 millions, 1,66 millions de mètres cubes. Alors, je vous dis pourquoi je vous parle de ça, parce que vous avez parlé des circuits courts. Les circuits courts, on a rendu visite récemment à un maraîcher, pas ici, en Gâtine, mais les maraîchers utilisent de l'eau pour faire pousser leurs légumes. Ils utilisent 1000 mètres cubes d'eau par hectare. 1000 mètres cubes d'eau par hectare. C'est lui-même qui a financé sa réserve d'eau pour faire pousser des légumes. Sur la plaine de Nice, il faut savoir que nous finançons des ouvrages qui vont servir seulement à exporter du maïs et du blé par le grand port de La Rochelle, mais que si, dans nos biocoop, dans nos magasins, on ne pouvait plus importer tous les produits que nous consommons, c'est tous les légumes, on n'est pas foutu sur notre territoire de la plaine de Nice de cultiver de la nourriture pour nourrir la population des 30 000 habitants qui vont... Voilà. Mais par contre, les bassines qu'on finance avec nos impôts, et pour des intérêts strictement privés, concernent des quantités de 200 000 mètres cubes. 1000 mètres cubes pour un hectare, 200 000 mètres cubes pour du maïs, et les maires, vous ne pouvez rien dire. Les présidents de communautés de communes, vous ne pouvez rien dire. Voilà, le maire de la Grève, justement, va vous répondre. Juste, attends, un tout petit peu, avant, répondre comme à votre première question, parce que je me souviens plus exactement les termes que vous avez utilisés, mais je crois que vous avez dit la méthode pour ces réunions publiques... La méthodologie me surprend, voire m'a déçu. Sachez tout de même qu'il y a eu une grosse communication de fait, dans le sens où les 12 000 ou 13 000 foyers de Nice Atlantique ont tous eu dans leur boîte aux lettres le dépliant que vous avez ici. Je ne l'ai jamais eu. Alors voilà, peut-être, mais nous, en tous les cas, on a demandé à la Poste de faire cette diffusion-là. Donc tous les foyers de Nice Atlantique ont eu justement cette communication-là. Sachez aussi, si vous le souhaitez, que notre site
est actualisé tous les jours. On a un site très vivant. N'hésitez pas à venir voir sur le site de la CDC toute l'actualité du territoire. Voilà, toute l'actualité du territoire de Nice-Atlantique. Et puis aussi par les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes réseaux sociaux, mais Facebook évidemment et par Twitter. Mais je n'ai pas de couverture. Je suis comme la dame, mais je suis en zone blanche. Il n'y a pas de couverture. Non, mais au niveau communication, non, mais je vous crois. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau communication, on a fait une grosse communication pour ces réunions publiques. Et comme je dis, tous les foyers ont eu l'information. Et la presse aussi. En plus, la presse, ouais. Monsieur le maire de la Grève. Pas à proximité des habitants. Si, on était à Courson, oui. On était à Courson. Voilà, on était à Ferrières avant-hier. On était à Courson semaine dernière. Ah si, on était près de la Laigne. Voilà. Et ça, tout est écrit justement dans ces dépliants. Ouais. Mais nous, on ne peut pas faire plus. Hein. C'est-à-dire qu'on demande. Ouais. Non, on a fait une énorme, enfin, comme vous voyez, hein, c'est comme un dépliant important et distribué dans toutes les boîtes aux lettres, mais effectivement, on entend aussi quelquefois que ça n'a pas été jusqu'au bout. Réserve de substitution. Alors, pour corriger ce que vous venez de dire ou d'apporter une information complémentaire de ce qui vous a été rapporté, mal compris ou mal expliqué, ou peut-être ai-je été mauvais quand je l'ai dit, mais le maire de la Grève ne dit pas qu'on ne peut pas se prononcer contre les bassines. La commune de la Grève, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un peu technique, mais la commune de la Grève est en règlement national d'urbanisme. D'accord ? Je ne peux pas m'opposer à un dossier qui est traité par les services de l'État, la DTTM, parce que je signe l'arrêté au nom du préfet. C'est clair ? Voilà. Non, mais alors pourquoi le maire de La Rochelle a-t-il émis des réserves sur cette... il a fait une motion, le maire de La Rochelle, qui a... Les autres communes ont des PLU, Saint-Hilaire ont des PLU, moi je ne peux pas faire ça. Le règlement, l'étude est conforme aux règles d'urbanisme, je ne peux pas donner un avis défavorable. Puis au fond, moi je suis plutôt favorable aux réserves de substitution. Bravo. Non, mais je vais vous le dire, mais tout le monde le sait, enfin franchement c'est pas la première fois que je le dis. Je suis favorable aux réserves de substitution. Pas de la manière dont elles sont gérées et construites. Enfin, construites, ça, moi je ne suis pas hydrologue, mais je suis favorable sur le fond de dire captons l'eau quand elle est abondante et redistribuons-la quand elle est nécessaire. Parce que même l'agriculture biologique aura besoin d'eau sur le territoire. Alors, on sait qu'il y a des cultures qui sont très consommatrices en eau, on sait qu'il y a des pratiques de gaspillage, on sait qu'il y a des pratiques qui ne sont pas tolérables. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, avant qu'il y ait des dégâts trop importants dans le monde agricole, mais même le monde agricole des maraîchers, trouver des solutions. Je comprends qu'il puisse y avoir des oppositions parce qu'effectivement, il y a eu la politique agricole commune a donné 469 € à l'hectare il y a quelques années pour l'irrigation. Aujourd'hui, ça se fait plus, tant mieux, parce que ça a permis de développer les infrastructures et ce que vous appelez le maïs. Le maïs diminue sur nos zones depuis 5 ans. Bien sûr que si. Mais non, mais les opposants sont toujours comme ça. Non, ils veulent rien entendre. Regardez les chiffres d'exportation du port de La Rochelle. Mais elle vient pas. Ça ne vient pas du maïs que de chez nous. Voilà, la surface en maïs diminue chez nous. Les quotas d'eau sont diminués tous les ans. Mais vous le savez, mais si vous le savez. Non. Les quotas d'eau sont diminués tous les ans. Je suis à côté d'une réserve de 600 000 m3 qui a prélevé en permanence alors qu'elle était interdite. Elle est illégale, jugée illégale 2 fois par le TA. Le préfet a donné une dérogation pour la remplir. Oui, le préfet a donné une dérogation pour la remplir. Et lorsque j'ai prévenu la DDTM, la DDTM a dit « Mais on n'y peut rien. Vous savez ce qu'il faut faire? Faites constater par huissier, c'est 400 €. C'est leur boulot. Et saisissez le PROC. » C'est-à-dire que nous, citoyens, si on n'est pas contents parce que les gens ont des pratiques complètement délinquantes, eh bien, on se charge de faire appliquer la loi pour trouver... Je vous rappelle que la loi sur l'eau, la loi cadre sur l'eau, qui est une loi européenne, puisqu'on a été condamné en France, pour la potabilité et la quantité de l'eau qu'on pouvait servir à nos concitoyens. La loi sur l'eau rappelle qu'il y a une priorité, c'est l'eau potable. La seconde, c'est le maintien de l'eau dans les milieux. Et vous connaissez l'état de votre marais qui a perdu 65% de sa surface. Et en troisième lieu, le reste est à partager entre l'agriculture et l'industrie. On est d'accord. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on donne la priorité à l'agriculture. On a fermé, vous le savez très bien, monsieur le maire, 26 captages d'eau et nous allons chercher notre eau potable à Saint-Hippolyte. Et que là, les réserves qui vont se construire,
Et on ne préserve même pas les périmètres de captation d'eau potable. Allez, Roland, rapidement, l'aberration, c'est le réponse. système d'affrontement. Il faudra à un moment ou à un autre trouver des solutions, parce que ça ne va pas pouvoir durer. Cette année, pour terminer et pour faire très court, moi je suis attristé de voir l'état du Marais. Je parle de ma commune, parce que c'est celui que je connais le mieux. Enfin, le préfet donne l'autorisation de captage de l'eau quand elle était abondante au printemps. Le tribunal administratif déclare au mois de juin les réserves, une non-autorisation d'utilisation des réserves, et la DTTM donne le droit de pomper au mois de juillet. C'est le préfet qui a on pompe l'hiver, on pompe mais c'est l'été. parce que c'est pour préserver l'agriculture. S'il vous plaît, je crois qu'on s'est suffisamment exprimé sur ce sujet-là. Y a-t-il d'autres questions sur d'autres sujets? Oui, madame. Vous nous avez parlé aussi d'éoliennes. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est avez-vous des plans, des projets d'implantation? Tout à fait. Et est-ce que éventuellement vous allez consulter la population avant d'implanter ces éoliennes? Parce que je sais qu'à la CDA, il y a quelques petits soucis et les éoliennes se retrouvent très très proches des habitations et c'est pas supportable, quoi. Soit il faut trouver une solution, je suis d'accord, mais il faut aussi réaliser un schéma. Il faut aussi préserver la population et ne pas faire n'importe quoi et ne pas les mettre au bout du jardin. Oui. Allez, Karine, il y a quand même une législation en France qui fait en sorte que ce soit un minimum de 500 et généralement on est minimum de 700 mètres. Pour en revenir, donc on vous disait que 500 mètres minimum. C'est la même chose. Ouais. Allez, Karine, tu nous parles un petit peu du schéma? Alors, juste rapidement, puisque notre territoire, on est 19 communes à faire partie du parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc, le parc souhaite en effet que le paysage ne soit pas mité par les éoliennes. Et donc, a mis en place une commission transition énergétique qui a pour but, notamment, c'est le premier travail qui doit être rendu d'ici la fin de l'année, sur la mise en place d'un schéma éolien à l'échelle du parc naturel régional. Et donc là, déterminer les zones où l'on peut en fait implanter des éoliennes. Et l'idée en fait du parc, ça serait d'aller vers une densification là où ça existerait, mais surtout préserver un maximum en fait d'espace, les préserver de l'éolien. Donc on s'acheminerait vers un schéma éolien avec des zones qui sont déterminées sur ces structures-là. Alors, oui, de toute façon, il y a une enquête publique. Après, on reste sur des projets... Enfin, l'éolien, pour le moment, ce sont des projets privés qui sont implantés sur des parcelles privées. Sachez on a aussi ce problème-là. On n'a aucune compétence, la communauté de communes n'a aucune compétence en matière d'éolien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va réaliser ce schéma qui donnera au préfet notre avis, notre souhait. Par contre, aujourd'hui, quand les projets naissent, sortent de terre, à aucun moment la CDC délibère. Comme vient de dire Karine, c'est des projets sur des parcelles privées. Le conseil municipal, la commune, est amené à un moment donné à donner son avis, mais à aucun moment la communauté de communes. Donc par ce schéma, on va quand même donner, nous, du coup, notre souhait. On donnera ça évidemment à monsieur le préfet. Comme ça, il saura un petit peu ce que l'Interco en pense. Mais pour l'instant, on n'intervient pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Merci, bonjour. Oui, vous avez parlé tout à l'heure du massif de Benon. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, ce massif, qui était autrefois le lieu de chasse, gibier et puis cueillette de champignons, est aujourd'hui pratiquement accaparé par une certaine catégorie de la société. Ce massif, on n'y a plus accès, sauf une petite partie qui appartient encore au département, à savoir que d'un côté, vous avez une chasse commerciale fermée, de l'autre côté, vous avez une chasse ouverte, mais avec des panneaux, donc l'interdiction, on ne peut pas y accéder. Donc on se retrouve aujourd'hui dans des petits villages pratiquement parqués. Tout notre paysage, on va pas revenir sur le problème des remembrements successifs qui ont provoqué l'arrachage complet de toutes les haies du territoire. Le peu de haies qui ont été replantées sont des haies plantées sur plastique,
ce qui explique un petit peu aujourd'hui le problème de l'eau. Monsieur le maire tout à l'heure parlait d'eau et que l'eau allait à la mer et qu'il valait mieux la capter pour la mettre dans des réserves. Mais bon, il va de soi qu'aujourd'hui, le territoire, le Chevelu a disparu. Avant, c'était des fossés bordés de frênes. Aujourd'hui, vous avez des haies en limite de propriété, en bord de route, plantés sur des plastiques. Et donc aujourd'hui, un habitant d'un petit village comme le nôtre, la Laigne en l'occurrence, vous vous promenez nulle part, hein, il n'y a plus rien. Moi, il y a 20 ans que l'on vit là. J'étais un chasseur, un pêcheur, un cueilleur de champignons. Aujourd'hui, j'ai arrêté de pêcher, de chasser, etc. C'est une catastrophe. Et pour revenir aux réserves, monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez obligé de signer le permis d'aménager. En Deux-Sèvres, il y a des maires ont refusé de signer le permis d'aménager. Dont la plus grande bassine à Muret, qui fait 18 hectares, le maire a refusé de signer. On verra quelles seront les décisions du préfet de Deux-Sèvres, mais bon, on peut toujours... Et donc, moi, ce que je constate, c'est qu'on est vraiment complètement parqué dans des petites communes avec rien autour. On ne peut plus se promener. Non. Comme on disait tout à l'heure, on a un potentiel. On a un potentiel énorme sur Aunis Atlantique, avec entre autres la forêt de Benonce. Il est vrai qu'il y a une partie privée pour la forêt. Non, il reste encore une bonne partie de la forêt qui est publique. Comment ? 87%. J'avais pas ce chiffre. J'en suis surpris, mais comment ? Oui. J'en suis surpris, je ne pensais pas que c'était si important. Je prends la Laigne, il y a 40 hectares, monsieur le président. La chasse a été renouvelée et maintenant elle est associée à la chasse anciennement chasse de monsieur Rojon, maire de Périgny. Et donc vous perdez encore 40 hectares où l'ancien président de cette chasse de la Laigne a interdit à des promeneurs d'aller dans cette zone. Il y a des panneaux aussi, interdiction de pénétrer dans la chasse gardée. Donc vous voyez, on est quand même très parqué, quoi. Bon, voilà, c'est d'une grande tristesse. Bien, quelqu'un veut dire un petit mot, François ? Moi, je voudrais juste dire que, contrairement à ce que vous dites, je pense que sur ce territoire, parce que nous nous sentons concernés par ces problèmes de préservation de la biodiversité et des campagnes, on a des opportunités de projet. Nous avons la chance sur la commune de Villedoux, avec le concours du CREN, d'avoir pu racheter une propriété qui est aujourd'hui confiée pour partie à des exploitants agricoles, mais qui est aussi une réserve de biodiversité à côté du canal Marron-La Rochelle. Et ça le fait 7 hectares. Et c'est le CREN qui l'a acheté globalement à la demande de la commune. Nous venons de finir les travaux d'une piste cyclopédestre qui va de l'intérieur du bourg de Villedoux jusqu'au canal Marron-La Rochelle et qui traverse des espaces naturels qui sont classés en Natura 2000 et en respectant justement cet environnement avec des haies qui ne sont pas avec des bases plastiques mais qui sont plantées tout à fait normalement. Avec le concours de l'ACA, on a de la qualité. On travaille sur un secteur qui a été à une époque envahi par l'eau avec Zintia qui s'appelle Les Portes, dont les propriétaires sont juste devant vous. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille en coordination avec l'État et avec les propriétaires pour essayer de redonner du sens à ces endroits. Donc je pense que justement, l'intérêt d'avoir des documents d'urbanisme, c'est de fixer des orientations à travers lesquelles on va pouvoir se donner les moyens de pouvoir, de façon normative, régler un certain nombre de problématiques. Le problème, c'est qu'on ne va pas refaire l'histoire. Il y a des choses, vous parliez des remembrements, ils ont eu lieu. Donc comme ils ont eu lieu, on en tient compte et puis on essaye de repartir. Et discuter avec le monsieur qui est devant vous, il est un puits de science et d'histoire de ce territoire et je peux vous dire qu'il peut vous en raconter beaucoup. Mais justement, ne subissons pas ce qui s'est passé par le passé et essayons au contraire de se fixer des orientations plus positives. Bien, je vois que le temps passe. Est-ce qu'il reste une dernière question ? J'ai juste une petite question. Ça concerne le réseau téléphonique, Internet et les portables. Oui. Donc, ce matin, le camion au ramassage d'ordures a arraché le câble téléphone. On a prévenu la mairie. C'est 3 semaines. Ils ont dit 3 semaines. Dans 3 semaines, la réparation. Dans 3 semaines, la réparation. Oui. Nous sommes abonnés à Free. Pour se servir du portable, nous allons dans le jardin. Régulièrement, tous les 2-3 jours, Internet, rupture. Donc on est loin de pouvoir travailler, développer le travail à la maison. Oui, mais les zones blanches, enfin là on est sur une commune qui est si on veut plus proche de l'agglomération rochelaise, quand je parle d'Andilly, mais qui a aussi connu de gros problèmes de zones blanches. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, ce problème-là, on le rencontre même
dans les communes plus proches des agglomérations, quoi, et pas uniquement dans les campagnes. Ne mélangeons pas la problématique des opérateurs avec les problématiques des élus. Nous ne sommes pas décisionnaires de l'éventuelle implantation de tel ou tel pylône. Je peux vous dire que sur la commune de Vildou, il y a la moitié de la commune qui était zone blanche, et pendant de très nombreuses années, monsieur le maire vivait à l'endroit où il y avait la zone blanche. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a 2 projets de pylônes. L'un vient d'être monté, érigé, on le voit. Il n'est pas très joli en plus, hein, et il est à l'entrée du Marais. Bon, voilà. Mais c'est eux qui décident, c'est pas nous. Nous, on nous consulte éventuellement, comme disait Roland, parce que nous, moi, à Vildou, j'ai la chance d'avoir un PLU, donc on nous consulte pour le permis, pour l'ériger. Mais par contre, effectivement, si j'avais un RNU, comme disait Roland, je ne peux pas m'opposer si monsieur le préfet dit que c'est comme ça, et c'est comme ça. Allez, y a-t-il du coup une toute dernière question ou pas? C'est fini? Si, allez, madame, la dernière. Oui, bonjour, je suis une nouvelle habitante à Andilly et je voulais savoir, dans le cadre de la phase de zonage qui va donc se dérouler durant 1 an, comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que vous allez faire des ateliers participatifs avec des habitants, ou est-ce que ça va être entre élus ou entre techniciens, administration? Comment est-ce que ça va se dérouler, et est-ce qu'on aura, nous, si on n'est pas consulté, une vision des choses à intervalles, on va dire en trimestre ou quelque chose comme ça? Alors, pour avoir une idée de... Ouais, alors, donc on commence effectivement tout juste cette phase-là, donc où on va dans un premier temps évidemment présenter aux élus de chaque commune les zones urbaines et les zones d'extension à l'urbanisation. Donc on va travailler comme ça avec les communes. Ensuite, on va évidemment aussi mettre en place des ateliers. Alors sachez que nous, on communiquera comme assez régulièrement. Maintenant, sous quelle forme précise avec la population les échanges se feront, là j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à répondre. Je vais demander du coup à notre responsable si elle peut nous donner quelques informations plus précises sur ces échanges. Donc Émilie est notre Madame PLUI à la CDC. Oui, donc si vous avez des questions plus particulières et précises sur vos parcelles, le service aménagement urbanisme reste à votre disposition pour vous rencontrer. C'est-à-dire qu'on appelle ça la phase de concertation. Cette phase de concertation, elle a aussi vocation à vous rencontrer de manière individuelle. On va récolter vos demandes. C'est d'ailleurs l'objet dans chaque mairie et la communauté de communes d'un registre de concertation où vous pouvez noter vos projets, interrogations, remarques. Nous, on les étudiera. Vous n'aurez peut-être pas forcément de réponse individuelle, mais charge à vous de revenir vers nous. En l'occurrence, ce sont vraiment des remarques et des observations et des projets. Ça ne sous-entend pas forcément que vous aurez forcément réponse positive à votre demande. Donc il y a cette phase-là qu'on appelle de concertation tout au long de la procédure. On a aussi la possibilité, là de manière réglementaire, c'est de vous exprimer au moment de l'enquête publique quand le projet sera arrêté. Donc vous voyez, il y a ces 2 temps, mais souvent voilà, c'est trop tard, c'est mieux de s'exprimer avant. Voilà pour les deux volets qu'on pouvait vous communiquer. Bien, merci. Eh bien, écoutez, je voulais donc évidemment vous remercier de votre présence à cette réunion. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de poursuivre peut-être nos échanges autour du verre de l'amitié avant de rentrer. Merci à vous tous. Bonne soirée.